New York ne dort jamais. La ville s'agite sans cesse. Et sous la chaussée, son cœur palpite nuit et jour. Au gré de ces rivières cachées, on voit l'eau ressortir par là. Et ça se passe sans que personne ne le sache. Ou dans cette mystérieuse gare, aménagée sous l'un des plus grands hôtels de la métropole. Si l'existence de cette gare a été tenue secrète, c'est parce qu'elle était réservée au président Franklin Delano Roosevelt. La grosse pomme est prête à nous livrer ses secrets les mieux cachés, ceux qui ne figurent sur aucune carte. Je vais vous demander d'éteindre vos caméras, car personne ne doit savoir où se trouve l'endroit où nous allons. Alors on coupe. Le sous-sol de New York est un véritable gruyère. Sous les gratte-ciel s'étend un monde fait de petites merveilles technologiques où l'on rencontre des aqueducs centenaires. C'est le tunnel par lequel toute l'eau arrivait. Et d'étranges installations que les nazis auraient bien aimé détruire. Toute personne étrangère au service devait être abattue avant même qu'elle soit sortie de l'ascenseur. Nous allons remonter le temps en nous enfonçant dans les profondeurs de la ville de New York. Bonjour, je m'appelle Eric Geller et nous sommes à New York. C'est la plus grande ville des États-Unis, l'une des grandes métropoles de la planète. Un mastodonte de près de 800 km² de béton et d'acier avec ses célèbres gratte-ciel et un sous-sol tentaculaire. Chaque année, plus d'1 milliard de voyageurs empruntent son légendaire métro. Mais il existe aussi sous la ville tout un monde secret que personne ne voit jamais. Un monde où les tunnels et les infrastructures géantes côtoient les vestiges de vieux forts du XVIIe siècle. Sous ces rues animées se cachent bien des secrets que nous allons découvrir. Construite sur d'anciens marais, New York ne serait jamais devenue la métropole qu'elle est aujourd'hui sans l'univers souterrain qui lui sert de fondation. Les millions d'êtres humains qui parcourent chaque jour ces rues n'en sont peut-être pas conscients, mais pour ceux qui savent où regarder, c'est une évidence. Quand on pense à New York, on pense à Broadway, au gratte-ciel et bien sûr au métro. C'est le moyen de transport numéro 1. Il est emprunté chaque jour par des milliers de New-Yorkais. La plupart d'entre eux ne soupçonnent pas tous les mystères qui se cachent derrière certaines de ces stations. La gare de Grand Central est le plus vaste terminal ferroviaire du monde. Ce véritable monument historique voit passer quotidiennement plus de 700 000 personnes. Pourtant, même les gens qui sont nés ici ignorent tout du monde souterrain que la gare dissimule dans ses entrailles. Un monde de galeries fantômes, d'installations high-tech et de centres top secrets où mieux vaut ne pas s'aventurer sous peine de mort. Construite par la famille Vanderbilt entre 1903 et 1913, Grand Central était à l'origine une vitrine destinée à démontrer la supériorité du train électrique à une époque où la plupart des locomotives fonctionnaient encore à la vapeur. Elle couvre près de 25 hectares. La salle principale a une superficie de près de 4000 m². Sous la gare, loin de l'agitation et de la foule, dort l'un des secrets les mieux gardés de New York, un lieu baptisé M42, qui est encore plus vaste que le grand hall qui le surmonte. Dan Brucker, de la compagnie Metro-North Railroad, a accepté de nous servir de guide. Il est l'un des seuls à savoir exactement où se trouve le M42 et il a obtenu l'autorisation de nous le montrer. Bonjour Dan, merci de nous recevoir. Je suis ravi de vous voir. Bienvenue au terminal de Grand Central. Pas la gare de Grand Central, mais bien le terminal. Pourquoi le terminal? Parce que c'est un endroit où les trains viennent terminer leur parcours. Ce n'est pas une gare de passage. Les trains arrivent et repartent dans l'autre sens. Ce point de vocabulaire éclairci, Dan Brucker nous apprend une chose que peu de gens connaissent. Grand Central est non seulement le plus grand centre ferroviaire en surface, mais ses sous-sols sont encore plus vastes. On pourrait prendre un immeuble de 10 étages et le descendre sous nos pieds. On n'aurait toujours pas atteint le niveau inférieur du sous-sol de Grand Central. Il y a quoi, 30 mètres? Bien plus que ça. C'est le sous-sol le plus profond de New York et également le plus secret. Sous le niveau principal des départs et des arrivées se trouvent deux autres niveaux, où les trains viennent se mettre à quai, plus une dizaine d'étages abritant l'ensemble des infrastructures de Grand Central. Plus bas encore,
Creusé dans le socle rocheux, au-dessous de la mer, se trouve le complexe souterrain du M42, qui ne figure sur aucune carte. Avant d'arriver à la porte qui permet d'accéder à ce mystérieux sous-sol, Dan Brucker me précise qu'il est interdit de révéler son emplacement exact. Je vais vous demander d'éteindre vos caméras car personne ne doit savoir où se trouve l'endroit où nous allons. Compris, ça reste un endroit sensible. Ça reste sensible. Alors on coupe. Une fois dans l'ascenseur de service, il est de nouveau possible de filmer. Nous sommes en train de descendre dans le sous-sol le plus profond de la ville de New York, le plus étendu également. Pour avoir une idée des dimensions totalement hors normes de cette salle, il faut la regarder depuis l'endroit où nous nous trouvons. C'est gigantesque. J'ai l'impression de me trouver dans un stade indoor. Quand on pense que tout ça se trouve sous la gare. Nous sommes dans une salle immense dont l'existence n'est mentionnée nulle part, ni sur les plans ni sur les cartes. Ce local n'existe pas. Le M42 ressemble à une salle de contrôle ordinaire. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, cette petite visite nous aurait valu la prison, ou pire encore. Toute personne étrangère au service arrivant ici, même par hasard, devait être placée en détention jusqu'à la fin de la guerre. Et si elle avait le malheur d'avoir quelque chose à la main, elle devait être abattue avant même qu'elle ne soit sortie de l'ascenseur. Pourquoi cette salle de près de 7500 mètres carrés avait-elle une telle importance? C'est ici que se trouvait l'alimentation générale de Grand Central. Or, on ignore généralement qu'en coupant l'électricité ici, l'ennemi aurait porté un coup majeur à l'ensemble des États-Unis. Non seulement les trains se seraient arrêtés, mais tous les mouvements de troupes et de matériel militaire auraient été interrompus en pleine Seconde Guerre mondiale. Si les trains n'avaient plus été en mesure d'atteindre Grand Central, le transport des armes, des soldats et du matériel de guerre aurait été paralysé sur toute la côte est des États-Unis. La plupart des Américains ignoraient l'existence de cet endroit, mais pas Hitler. Bien qu'elle ne figure sur aucune carte, il avait réussi à localiser cette installation ultra-sensible. En 1942, il chargea 2 hommes d'une mission de sabotage, un travail relativement simple. Pas besoin de dynamite, pas besoin d'armes à feu. Un peu de sable aurait suffi. 600 trains se seraient immédiatement retrouvés à l'arrêt et le centre de coordination de l'effort de guerre américain sur la côte Est aurait rendu l'âme. Heureusement, les plans d'Hitler furent rapidement déjoués. Le FBI savait que les saboteurs étaient ici. Ils savaient que leurs bagages avaient été déposés à la consigne de Grand Central. Les agents du FBI ont donc tranquillement attendu qu'ils reviennent les chercher et ils les ont arrêtés avant qu'ils aient pu détruire ces installations souterraines et porter un rude coup à l'effort de guerre américain. Mais comment un local aussi gigantesque a-t-il pu être aménagé à une telle profondeur? Les machines sophistiquées dont nous disposons aujourd'hui n'existaient pas en 1913. Le M42 a donc dû être creusé essentiellement à la pelle et à la pioche. Vous voyez ces sillons verticaux dans la roche? Ici, par exemple? Oui. Ces marques témoignent des techniques employées il y a plus de 90 ans pour creuser ce gigantesque bunker sous les fondations même de la plus grande gare de New York. Des trous atteignant une trentaine de mètres de profondeur ont été forés dans le sol. Puis des cartouches de dynamite ont été descendues au fond. En explosant, elles ont fait voler la roche en éclats. Le plus difficile a été d'évacuer les débris en les remontant à la surface à l'aide d'une grue manuelle. Des tonnes de pierres ont ainsi été extraites du sous-sol et chargées sur des tombereaux tirés par des chevaux. Depuis, les travaux d'entretien n'ont jamais cessé. J'ai l'impression d'entendre couler de l'eau quelque part derrière. Nous sommes à une telle profondeur au cœur de Manhattan qu'il faut pomper l'eau en permanence pour que ce local ne soit pas inondé. On a atteint la nappe phréatique ou on est sous le niveau de la mer? Nous sommes au-dessous du niveau de la mer. Si l'on arrêtait de pomper, tout ce sous-sol serait rapidement immergé. Une fois les excavations terminées et les parois renforcées,
d'énormes transformateurs rotatifs furent mis en place pour alimenter la gare située 30 mètres plus haut. Ces machines permettent de transformer le courant alternatif en courant continu, qui est ensuite envoyé sur le 3e rail, alimentant ainsi l'ensemble des trains de Grand Central, ainsi que le reste du réseau. Pour fonctionner correctement, ces transformateurs devaient faire l'objet de soins constants. Il fallait régulièrement arrêter toute cette machinerie pour souffler le carbone et la poussière accumulée dans ce dispositif. On se servait ensuite de ce grand bâton qu'on appelait une barre à 6 hommes. On s'en servait pour redémarrer le transformateur, un peu à la manière d'un moteur d'avion à hélice. Il fallait 6 hommes pour l'actionner. Je suppose qu'il fallait faire très attention. La machine vous aurait avalé. Ce n'est pas tout. Le M42 contient encore une grande partie de son équipement d'origine. En 1913, lors de sa mise en service, les trains n'étaient pas reliés par radio à un central. Les conducteurs avaient cependant la possibilité de donner l'alerte en cas de problème. Si un train se retrouvait bloqué dans l'un des 4 tunnels desservant le terminal, comment pouvait-on le savoir? Une corde courait le long de la paroi de chaque tunnel. Si un train tombait en panne, le chef de train pouvait la saisir et donner ainsi l'alarme. Cet appareil de 1913, précurseur de nos ordinateurs, déterminait l'endroit précis de l'arrêt et imprimait un message d'alerte grâce à cette imprimante primitive. Toute cette machinerie a assuré l'alimentation de Grand Central pendant 77 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Longtemps considéré comme une merveille de la technologie moderne, ce système qui fut le centre névralgique de l'effort de guerre américain sur la côte Est a finalement été abandonné en 1990. Mais les locaux n'ont pas été désaffectés pour autant. Des millions de volts passent toujours par le M42, mais un appareillage beaucoup plus récent a pris la relève. Un transformateur solide produit du courant continu à partir de l'alternatif, sans qu'il y ait la moindre opération mécanique. C'est un peu comme le transformateur que vous utilisez pour recharger votre portable sur le secteur, mais en plus grand. Le M42 reste donc un gigantesque transformateur, mais les machines d'origine sont toujours là. Les transformateurs rotatifs sont encore là, les panneaux de contrôle sont encore là. Ils ne marchent plus, mais on les garde. Le public ne peut pas les voir, mais elles ont été préservées par respect du passé, parce que ces machines ont fait et font toujours partie intégrante de l'histoire des chemins de fer. Des milliers de voyageurs passent chaque jour par Grand Central, ignorant que pendant la Seconde Guerre mondiale, ce lieu chargé d'histoire était aux avant-postes de la lutte contre le nazisme. Le train fait partie de la vie des New-Yorkais depuis plus d'un siècle. L'agglomération compte près de 1400 km de voies ferrées et plus de 450 gares enterrées pour la plupart. Il faut y ajouter un nombre indéterminé d'infrastructures désaffectées, tombées dans un oubli collectif. Mais en regardant bien, on peut encore apercevoir ça et là des traces de cet univers perdu. Du temps de leur splendeur, ces stations oubliées n'étaient pas toutes ouvertes au public. L'une d'entre elles était si secrète que personne ne devait connaître son existence. Construite pour satisfaire les besoins d'un seul et unique passager, son emplacement est aujourd'hui encore un secret bien gardé, à l'exception de quelques rares initiés. Notre ami Dan Brucker fait partie de ces privilégiés. Ravi de vous revoir, Dan. C'est un plaisir de vous rencontrer ici au pied du Waldorf Astoria. Il va nous faire découvrir un autre haut lieu du monde souterrain de New York. Dans les sous-sols du Waldorf Astoria se trouve un endroit sale et obscur qui accueillait jadis l'un des plus grands personnages de la scène internationale. On peut y aller? Je vais vous le montrer. Super, allons-y. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne fait pas très classe. Un tel secret serait quasiment impossible à garder aujourd'hui.
Mais dans les années 30, Roosevelt parvint à donner le change, notamment grâce à cette gare souterraine. Cela lui permettait d'arriver à New York et de quitter la ville sans que les journalistes ne le surprennent en train de monter ou de descendre de voiture. Roosevelt voyageait à bord d'un train spécial qui le déposait dans cette station secrète, d'où il pouvait gagner l'hôtel situé au-dessus sans avoir à quitter sa voiture. Il pouvait rester assis dans sa limousine qui était embarquée sur un wagon spécialement conçu à cet effet. À l'arrivée, on déployait une rampe d'accès et la voiture empruntait ensuite cet ascenseur. Attendez, vous voulez dire qu'on mettait une voiture là-dedans? Exactement. Cet ascenseur est conçu pour supporter 4 tonnes, le poids d'une Pierce Arrow blindée. Cette gare souterraine était totalement coupée du métro new-yorkais, mais elle n'était qu'à 300 mètres de Grand Central. Comme nous l'a expliqué Dan Brucker, un train spécial faisait la navette entre Washington et New York, avec à son bord la limousine du chef de l'État. Une fois le train arrivé à quai, un plan incliné permettait à la voiture de débarquer. Le véhicule gagnait l'ascenseur qui conduisait le président 12 étages plus haut dans la luxueuse suite du Waldorf Astoria qu'il occupait lorsqu'il venait à New York. Mais plus bas, le mystère s'épaissit. Un étrange wagon attend depuis des lustres sur une voie de garage. Que fait-il là? Selon Dan Brucker, ce wagon est arrivé ici à la fin de la Seconde Guerre mondiale, peu après la mort de Franklin Roosevelt. Il est à quai depuis plus de 60 ans, mais sa présence en ces lieux reste une énigme. Nous savons qu'il s'agit d'un wagon construit dans les années 1920-1930. Nous savons qu'il était destiné à transporter des voitures particulières. Les bogies, les trains de roues, Ici, sont beaucoup plus résistants que des bogies normaux. cela montre que ce wagon était destiné à transporter une cargaison particulièrement lourde et importante. C'est de la tôle d'acier qui fait au moins 2 ou 3 cm d'épaisseur et qui est rivetée sur le châssis. Oui, c'est pratiquement un wagon blindé. Manifestement, il était fait pour protéger bien plus que de simples limousines présidentielles. Ce véritable char d'assaut était équipé de fenêtres d'un genre révolutionnaire. La vitre est faite de plusieurs couches de verre très épaisses, collées ensemble. C'était à l'époque la seule façon de fabriquer des vitres à l'épreuve des balles. Bien sûr, dans les années 30, il n'y avait pas d'autres technologies. Certains détails donnent à penser que ce wagon emmenait à son bord des gardes armés. Vous voyez là-haut, tout près du toit? On pense qu'il pourrait s'agir de meurtrières pour des tireurs. Et j'ai gardé le plus étonnant pour la fin. Nous n'avons aucun wagon dans notre nomenclature qui porte ce code. Un code qui se termine en plus par un X, qui signifie qu'il n'appartient pas à la compagnie de chemin de fer, mais très vraisemblablement aux autorités fédérales. Quand on recoupe tous ces éléments, la conclusion la plus probable est que ce wagon a très certainement servi à transporter une personne bien précise, Franklin Delano Roosevelt. On raconte toutefois qu'il n'aurait pas été le seul à utiliser cette gare souterraine. Certains responsables américains, au plus haut niveau de l'État, emprunteraient encore cette ligne. Mais pour des raisons de sécurité, l'administration observe le silence le plus absolu sur cette question et sur l'emplacement exact de cette gare souterraine. Au-dessus, les clients de l'hôtel qui sirotent leur cocktail ignorent qu'ils ont sous les pieds un lieu unique, chargé d'histoire. De la gare secrète de Roosevelt au tout nouveau chantier du métro de New York, il n'y a qu'un pas. La compagnie Metro-North s'apprête à démarrer les travaux de ce qui sera la plus grande station de métro des États-Unis. Le lieu choisi peut surprendre puisqu'il s'agit des sous-sols déjà très encombrés de Grand Central. Je ne pouvais pas vous manquer avec vos casques et vos gilets. Mysore? C'est moi. Enchanté, je m'appelle Eric. Denis Occhino, de Metro-North. Denis, enchanté. Mysore Nagaraja et Denis Occhino sont tous deux ingénieurs. Ils vont nous faire découvrir ce qui sera le nouveau terminal souterrain de Grand Central, un maillon de plus dans le réseau déjà très dense des transports new-yorkais.
De nombreux usagers ont hâte que les travaux soient terminés. Actuellement, les trains de banlieue en provenance de Long Island arrivent tous à la gare de Penn. Les gens qui travaillent dans l'est de Manhattan doivent ensuite prendre le métro, ce qui rallonge de 20 à 30 minutes leur temps de trajet quotidien. Lorsque le nouveau terminal sera achevé en 2013, certains trains de Long Island relieront directement Grand Central, qui verra sa capacité d'accueil augmenter de 50%. C'est la première fois en 175 ans que la compagnie des trains de Long Island entreprend des travaux d'une telle ampleur. Peu de gens ont eu le privilège de pénétrer sur le chantier. Pour l'instant, on ne voit que le squelette de la future gare. J'essaie d'imaginer à quoi ça ressemblera dans 10 ans. Il y aura peut-être une cafétéria. Tout à fait. Vous aurez ici le grand hall central avec une cafétéria, les billetteries automatiques, des boutiques. La visite commence par la future billetterie au cœur des sous-sols de Grand Central. La nouvelle gare comprendra 8 quais répartis sur 2 niveaux et séparés par une mezzanine. Il a fallu trouver de la place pour la nouvelle structure. L'une des raisons pour lesquelles nous creusons si profond, c'est que nous ne voulons pas être gênés par les tunnels existants. Nous voulons passer en dessous. Les travaux vont être réalisés au moyen d'une foreuse géante qui ressemble à un gros tire-bouchon, capable de creuser quotidiennement une vingtaine de mètres d'un tunnel de 7 mètres de diamètre. Chaque niveau du sous-sol new-yorkais joue un rôle déterminant dans le grand spectacle qui se donne en surface. La ville de New York a besoin de développer ses transports en commun pour lutter contre les embouteillages. Il faut absolument améliorer le réseau des transports. Mais les sous-sols de la Grosse Pomme ne sont pas uniquement voués au transport en commun. Ils ont aussi servi à façonner l'image d'un président et à soutenir l'effort de guerre américain sans que rien ne filtre à la surface. Quand on pense à New York, on pense à l'Empire State Building. Ce gratte-ciel de 443 mètres de haut est resté pendant 41 ans l'immeuble le plus élevé du monde. Mais il a beau être mondialement connu, peu de gens savent qu'aujourd'hui encore, des vestiges du vieux Manhattan dorment sous son hall d'entrée. La construction de l'Empire State Building a commencé en mars 1930. 13 mois plus tard, l'ouvrage était terminé grâce au concours de quelques 3400 travailleurs immigrés. L'ère des gratte-ciels avait commencé. Cet édifice de 102 étages pouvait accueillir 1000 bureaux. Il est vite devenu le symbole de New York et de l'architecture américaine. Les fondations d'un immeuble aussi élevé devaient être profondément ancrées dans un sous-sol rocheux, parcouru de rivières souterraines. Carole, je suppose. Tout à fait, enchanté. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Carole Willis connaît le bâtiment par cœur, de fond en comble. Parlez-nous de l'Empire State Building. Cet immeuble a été bâti un peu à la manière d'un jeu de construction. La rapidité avec laquelle il est sorti de terre s'explique notamment par le fait que tous les éléments ont été préfabriqués et acheminés sur place avec une remarquable efficacité. Ils ont ensuite été montés par l'entreprise chargée de l'ouvrage, conformément au plan, d'où cette extraordinaire vitesse d'exécution. Cette méthode de construction va radicalement changer le visage de New York. Entre la tour Chrysler et l'immeuble du numéro 40 de Wall Street, c'est à qui bâtira le plus haut gratte-ciel. L'Empire State Building va ravir la palme haut la main, culminant près de 70 mètres au-dessus de la tour Chrysler. Il occupe tout un pâté de maison, un rectangle d'une soixantaine de mètres de largeur sur 130 de longueur. Il a fallu creuser des fondations sur toute cette surface. En fait, c'est l'acte de naissance de la technologie du gratte-ciel. L'Empire State Building culmine à 443 mètres. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il s'enfonce également d'une vingtaine de mètres dans le sol de Manhattan. Bien avant que les gratte-ciels n'imposent le paysage urbain que l'on connaît aujourd'hui, Écrit sur la paroi. les maîtres d'œuvre de l'édifice ont veillé à le protéger des infiltrations et de l'action des rivières souterraines. Un système de pompage évacue en permanence l'eau du sous-sol et la rejette dans les égouts de la ville qui passent plus près de la surface.
Que reste-t-il aujourd'hui du ruisseau qui traversait jadis la ferme de Thompson? Je patauge dans 10 cm d'eau glacée. Comme vous le voyez, l'eau a laissé des traces. Et ici, nous avons la pompe. On l'entend tourner. Vous entendez? Elle sert à évacuer l'eau qui arrive ici et à l'envoyer dans les égouts, à une quinzaine de mètres plus haut. Si ce système d'évacuation n'avait pas été installé, c'est un véritable torrent d'1,50 m de profondeur qui coulerait dans cette galerie. De la vapeur s'élève du sol. Il fait un froid de canard dans ce tunnel. Un froid glacial renforcé par les courants d'air. Quand je pense que la plupart des gens ne savent même pas que ça existe, ces pompes, ces échelles de service, ce tunnel, tout un monde caché sous l'Empire State Building. Mais comment a-t-on pu construire l'un des plus hauts bâtiments du monde au-dessus d'une rivière? Ce gratte-ciel est composé de 57 000 tonnes d'acier et de milliers de tonnes de béton, de pierre et de matériaux divers. À quelle profondeur sommes-nous par rapport à la surface? Nous sommes à une quinzaine de mètres de profondeur. Ces immeubles pèsent un poids extraordinaire. Les colonnes d'acier qui les soutiennent doivent s'enfoncer profondément dans le socle rocheux qui forme le substrat stable de Manhattan. Mais si le socle rocheux sur lequel repose Manhattan est particulièrement solide, il est aussi recouvert d'une couche de terre dont l'épaisseur varie, selon les endroits, de 3 à 60 mètres. L'Empire State Building a été construit sur un site où elle est très épaisse. Il a fallu creuser à une vingtaine de mètres de profondeur pour trouver la pierre dans laquelle ont été enfoncés les piliers métalliques qui supportent les 400 000 tonnes du bâtiment. Enfin, pour assurer la solidité de l'ensemble, plusieurs dalles de béton ont été coulées. Après avoir exploré les sous-sols humides et glacés du gratte-ciel, nous avons voulu voir l'édifice mythique auquel il servait de fondation. Pour bien comprendre la nature même du sous-sol de ce genre d'immeuble, il faut parfois savoir prendre de la hauteur. Et pour cela, quoi de mieux que la plateforme d'observation de l'Empire State Building? On voit toute la ville d'ici, mais rien ne trahit la vie souterraine qui l'anime. Les galeries du métro, le réseau d'électricité et les égouts courent sous toutes ces tours qui s'élancent vers le ciel. L'Empire State Building devra bientôt renoncer à son titre de plus haut gratte-ciel de New York. Lorsqu'elle sera achevée, la future tour de la Liberté, dont les travaux ont commencé tout près de l'endroit où se dressaient les tours jumelles du World Trade Center, culminera à 541 mètres, soit une centaine de mètres plus haut que son ancêtre des années 30. Elle aussi devra planter ses fondations. La course vers le ciel et vers les profondeurs n'est donc pas terminée. Nous sommes dans l'une des allées de Central Park. Il y a 160 ans, il aurait fallu y venir à la nage. En effet, dans les années 1840, c'est ici que se trouvaient les deux réservoirs géants où aboutissait l'immense réseau d'adduction d'eau sans lequel la ville n'aurait jamais pu se développer. Aujourd'hui, cet ingénieux système est enterré sous la surface, mais pour ceux qui savent chercher, il n'a pas vraiment disparu. Avec ses 25 mètres de haut sur 22 mètres de large, le réseau de 67 km de l'aqueduc de Croton était destiné à assurer l'alimentation de New York en eau. Achevé en 1842, il acheminait chaque jour quelques 100 000 mètres cubes d'eau, depuis le barrage de Croton, au nord de Manhattan, jusqu'aux deux énormes réservoirs aménagés au cœur de la ville. Aujourd'hui désaffecté, l'aqueduc reste un témoin de l'histoire d'une cité devenue trop grande pour lui. Julia, je suppose? Enchantée. Bonjour, je m'appelle Eric. Merci d'être venu. Julia Solis est écrivain. Elle connaît comme sa poche les sous-sols de New York. Elle a exploré certains endroits oubliés de la majorité des New-Yorkais, comme l'intérieur de l'ancien aqueduc. Comme les Romains avant eux, les habitants de Manhattan avaient besoin d'importantes quantités d'eau potable. C'est à 20 mètres sous terre qu'ils sont allés les chercher. Ça ressemble à un pont ordinaire, mais il y en avait plusieurs à l'origine. Il y a donc une source sous nos pieds? Oui. L'aqueduc est principalement alimenté par la Croton, une rivière sur laquelle un barrage a été construit en 1837 afin de créer les grands réservoirs assurant l'approvisionnement en eau de New York. Une porte discrète mène au labyrinthe des canalisations situées en aval. C'est là? C'est là. On peut entrer? Allons-y.
Nous allons pénétrer dans le tunnel par lequel toute l'eau arrivait. L'eau coule naturellement? Oui. On est juste au-dessus? Oui, il y a encore de l'eau. Ça vient du ruissellement. Quand il pleut, le niveau monte beaucoup. Avant la construction de cet aqueduc, le problème de l'eau potable avait atteint un seuil critique à New York. Comme Manhattan est une île, on a tendance à croire qu'il y a de l'eau partout. En fait, il y a surtout de l'eau salée. L'eau potable était extraite des étangs et des puits qui étaient souvent contaminés. Cette eau contaminée propageait des maladies mortelles comme le choléra, la typhoïde ou la fièvre jaune. En cas de sécheresse, les pompiers n'avaient aucun moyen de lutter contre les incendies. En plein essor, la ville avait besoin de toute urgence d'un approvisionnement fiable en eau propre. La municipalité alla chercher cette précieuse ressource plus au nord, dans la campagne. Un barrage fut édifié sur la Crotonne en 1837, inondant quelques 200 hectares de terres agricoles. L'ingénieur s'appelait John Jervis. C'était un visionnaire qui s'est inspiré de l'architecture égyptienne et romaine de l'Antiquité. C'était l'œuvre de sa vie. Le barrage formait une retenue d'une capacité supérieure à 130 000 mètres cubes. Pour acheminer cette eau dans Manhattan, environ 4 000 ouvriers furent mis à contribution. La majorité d'entre eux étaient des immigrés irlandais qui étaient payés moins d'$1 par jour et qui dormaient sous la tente près du chantier. Pour franchir les accidents de terrain majeurs, il fallut avoir recours à la dynamite. Comment se fait-il qu'ici le plafond soit taillé dans la roche et pas là? C'est parce qu'on n'a pas employé la même méthode de construction. Ils se servaient parfois d'explosifs pour percer les galeries. Parfois, ils préféraient creuser et reboucher par-dessus. Manhattan est réputé pour la grande variété de ses sols. Au milieu du 19e siècle, il était très difficile de savoir à l'avance si on allait tomber sur de la terre végétale ou sur de la roche. On avançait en permanence en territoire inconnu. À l'époque de la construction de l'aqueduc, New York comptait moins de 400 000 habitants. 40 ans plus tard, ils étaient près de 2 millions et consommaient quelques 360 000 mètres cubes d'eau par jour, alors que le réseau d'adduction avait été conçu initialement pour en acheminer 280 000 au maximum. Le système était déjà arrivé à saturation. Il y a un petit filet d'eau qui coule. Il n'y avait pas plus de débit quand l'aqueduc était en service? Je crois qu'à l'origine, l'eau montait jusque-là. Par la suite, le débit a été augmenté progressivement pour finalement atteindre la cote maximum, ici. La demande finit par excéder les capacités du vieil aqueduc. Dans les années 1880, un nouvel ouvrage fut donc mis en chantier, juste à côté de celui-ci, le même, en 3 fois plus grand. Où se trouve le nouvel aqueduc? Il est parallèle à celui-ci? Oui, il suit à peu près le même tracé. Ils aboutissent d'ailleurs tous les deux à un même réservoir, quelque part dans le Bronx. Ces deux aqueducs avaient pour mission d'alimenter le grand réservoir de Manhattan, qui se trouvait à l'emplacement de l'actuelle grande pelouse de Central Park. Sans eau, Manhattan ne peut pas vivre. Dans la rue, les New-Yorkais s'affairent. Ils oublient bien souvent que, même sous les pavés, la ville ne dort jamais. La ville de New York compte quelques 750 000 bouches d'égout, qui ouvrent toutes sur un monde parallèle, sans lequel la ville qui palpite en surface ne pourrait pas exister. Le 11 septembre 2001, ce monde invisible et mystérieux a lui aussi subi les conséquences des attentats. Lorsque les tours jumelles se sont effondrées, les ingénieurs des services municipaux ont tout de suite compris que le pire était peut-être à venir. La chute des 2 gratte-ciel a provoqué l'onde de choc d'un petit séisme qui a endommagé les digues canalisant l'Hudson. En cas de rupture, tout le bas de Manhattan risquait d'être submergé. Il fallait agir vite. Tout a commencé il y a une quarantaine d'années. New York voulait se doter d'un nouveau centre d'affaires. Les tours jumelles allaient transformer la vie des New-Yorkais et changer radicalement l'aspect de la pointe de Manhattan. Lorsque les travaux ont commencé en 1966, il a fallu creuser profondément dans un sol chargé d'histoire pour atteindre le substrat rocheux. Les architectes ont également dû veiller à ce que le chantier ne soit pas gêné par la proximité du fleuve. Pour cela, il a fallu mettre au point une technique particulière. George Tamaro était l'un des responsables de l'opération à l'époque. Lorsque les tours se sont écroulées, 35 ans plus tard, il a été parmi les premiers sur le terrain, prêt à reconstruire sous Ground Zero.
Il nous a donné rendez-vous au pied de la tour numéro 7, le premier immeuble à être sorti de terre depuis les attentats. George? C'est moi. Comment allez-vous? Bonjour George, merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Venez, je vais vous montrer quelque chose de ce côté. Depuis le 7e étage de la tour numéro 7, George nous explique les problèmes qu'ont rencontrés les ingénieurs chargés de la construction du World Trade Center il y a plus de 40 ans. Il y a 500 ans, le fleuve s'étendait au-delà de la digue, au niveau de Greenwich Street, et une bonne partie de la pointe était sous l'eau. On a du mal à imaginer ce que devait être Manhattan au départ. Au fil des siècles, les habitants de l'île se sont servis des rives de l'Hudson pour y déposer leurs gravats et leurs déchets. Progressivement, la Terre a ainsi gagné 250 mètres sur le fleuve. Sur le site choisi pour construire les tours jumelles, le socle rocheux était donc très éloigné puisqu'il s'agissait en réalité d'une décharge. Dès qu'on passe sous le niveau de l'eau, le sol s'effrite et s'effondre à mesure qu'on creuse. C'est un peu comme quand on fait un trou sur une plage. Quand le sable est gorgé d'eau, le trou se rebouche sans cesse. Il faut donc mettre en place un système qui consolide le sol. La technique mise au point pour les tours jumelles allait révolutionner le monde du bâtiment. Elle est basée sur l'édification d'un mur de boue. On commence par creuser un entre-deux d'1 mètre de large et de 7 mètres de profondeur jusqu'au substrat rocheux. Cette tranchée est remplie d'un mélange d'eau et d'argile extrêmement absorbante. Plus dense que l'eau, cette mixture fait office d'isolant provisoire. Un caisson armé est ensuite descendu dans la tranchée dans laquelle le béton est progressivement injecté par le bas. Le mélange argileux est ainsi expulsé peu à peu. Les travaux d'excavation peuvent alors commencer. Pour finir, une série d'encres métalliques est insérée dans la paroi et amarrée dans la roche à 12 mètres de profondeur. Grâce à cette méthode, George Tamaro et ses collègues ont constitué ce qu'ils ont appelé une baignoire, destinée à servir de fondation au futur édifice. Ce gigantesque caisson de plus de 20 mètres de profondeur couvrait une superficie de quelques 5 hectares et était maintenu en place par 1500 ancres, soutenant chacune une charge de 300 tonnes. Ce procédé inédit aux États-Unis a peut-être permis d'éviter que les attentats du 11 septembre 2001 ne fassent encore plus de dégâts. Plus de 2700 personnes ont été tuées ce jour-là. 500 000 tonnes d'acier et de béton se sont abattues sur Manhattan. Lorsque les tours se sont effondrées, elles ont rempli l'immense baignoire qui leur servait de fondation. George Tamaro a été appelé à la rescousse pour diriger les opérations d'excavation. Une véritable course contre la montre s'est alors engagée. Chaque étage, qui faisait environ 4 mètres de hauteur, s'est retrouvé compressé en une galette d'une trentaine de centimètres d'épaisseur. Ces 2 tours de 400 mètres ont été réduites en un amas de gravats de 40 mètres de haut. George Tamaro nous a emmenés sur place pour nous montrer la gravité du problème. C'est ici? Oui, c'est là. C'est ici que se trouvaient les 2 tours. Tandis que les équipes de secours tentaient désespérément de retrouver des survivants, George Tamaro et ses collègues, craignant une inondation de grande ampleur, s'efforçaient d'évaluer l'état des fondations. Lorsque les 2 immeubles se sont effondrés, tout est tombé dans la baignoire. Les débris soutenaient donc en quelque sorte les murs des fondations qui se sont retrouvés bloqués entre d'un côté les gravats et de l'autre la terre. Il fallait donc vider cette fosse, mais en prenant soin de ne pas compromettre l'équilibre délicat qui s'était mis en place. La moindre fausse manœuvre risquait de déclencher une nouvelle catastrophe. Une partie des gravats a été évacuée, puis une nouvelle série d'encre a immédiatement été posée au fond de la fosse, qui correspond au chantier que l'on voit aujourd'hui. Le mur d'enceinte n'avait finalement été endommagé qu'en 2 endroits par l'effondrement des tours. Globalement, la structure avait tenu. La solidité des fondations mises en place en 1966 a permis d'éviter que la zone ne soit submergée. De nouvelles fondations sont en cours de construction au nord de l'endroit où se trouvaient les tours jumelles, mais toujours à l'intérieur de la fameuse baignoire. L'édifice de 540 mètres qui s'élèvera à cet emplacement a déjà un nom,
ce sera la Tour de la Liberté. La future Tour de la Liberté nécessitera des fondations encore plus solides, car elle sera encore plus haute que les tours jumelles. La Tour de la Liberté doit donc reposer sur un socle capable de supporter son poids et d'empêcher tout risque de basculement. L'innovation architecturale a modelé le paysage de New York. Elle est aussi une garantie pour son avenir. De l'Empire State Building à la Tour de la Liberté, Manhattan s'est forgé un visage inimitable qui fait d'elle le symbole de la grande ville moderne. Mais le paysage qui s'offre à la vue en surface ne doit pas faire oublier le monde étonnant qui vit en profondeur. Un monde de galeries, de passages secrets, de trains et même de rivières. Un monde d'en bas, interdit au public, mais pourtant si proche, à quelques mètres seulement du monde d'en haut. Tout près de l'endroit où se dressaient les tours jumelles du World Trade Center, culminera à 541 mètres, soit une centaine de mètres plus haut que son ancêtre des années 30. Elle aussi devra planter ses fondations. La course vers le ciel et vers les profondeurs n'est donc pas terminée. Nous sommes dans l'une des allées de Central Park. Il y a 160 ans, il aurait fallu y venir à la nage. En effet, dans les années 1840, c'est ici que se trouvaient les deux réservoirs géants où aboutissait l'immense réseau d'adduction d'eau sans lequel la ville n'aurait jamais pu se développer. Aujourd'hui, cet ingénieux système est enterré sous la surface, mais pour ceux qui savent chercher, il n'a pas vraiment disparu. Avec ses 25 mètres de haut sur 22 mètres de large, le réseau de 67 km de l'aqueduc de Croton était destiné à assurer l'alimentation de New York en eau. Achevé en 1842, il acheminait chaque jour quelques 100 000 mètres cubes d'eau, depuis le barrage de Croton, au nord de Manhattan, jusqu'aux deux énormes réservoirs aménagés au cœur de la ville. Aujourd'hui désaffecté, l'aqueduc reste un témoin de l'histoire d'une cité devenue trop grande pour lui. Julia, je suppose? Enchantée. Bonjour, je m'appelle Eric. Merci d'être venu. Julia Solis est écrivain. Elle connaît comme sa poche les sous-sols de New York. Qu'elle ne soit pas gênée par la proximité du fleuve. Pour cela, il a fallu mettre au point une technique particulière. George Tamaro était l'un des responsables de l'opération à l'époque. Lorsque les tours se sont écroulées, 35 ans plus tard, il a été parmi les premiers sur le terrain, prêt à reconstruire sous Ground Zero. Il nous a donné rendez-vous au pied de la tour numéro 7, le premier immeuble à être sorti de terre depuis les attentats. George, c'est moi. Comment allez-vous? Bonjour George, merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Venez, je vais vous montrer quelque chose de ce côté. Depuis le 7e étage de la tour numéro 7, George nous explique les problèmes qu'ont rencontrés les ingénieurs chargés de la construction du World Trade Center il y a plus de 40 ans. Il y a 500 ans, le fleuve s'étendait au-delà de la digue, au niveau de Greenwich Street, et une bonne partie de la pointe était sous l'eau. On a du mal à imaginer ce que devait être Manhattan au départ. Au fil des siècles, les habitants de l'île se sont servis des rives de l'Hudson pour y déposer leurs gravats et leurs déchets. Progressivement, la Terre a ainsi gagné 250 mètres sur le fleuve. Sur le site choisi pour construire les tours jumelles, le socle rocheux était donc très éloigné puisqu'il s'agissait en réalité d'une décharge. Dès qu'on passe sous le niveau de l'eau, le sol s'effrite et s'effondre à mesure qu'on creuse. C'est un peu comme quand on fait un trou sur une plage. Quand le sable est gorgé d'eau, le trou se rebouche sans cesse. Il faut donc mettre en place un système qui consolide le sol. Et pour cela, quoi de mieux que la plateforme d'observation de l'Empire State Building? On voit toute la ville d'ici, mais rien ne trahit la vie souterraine qui l'anime. Les galeries du métro, le réseau d'électricité et les égouts courent sous toutes ces tours qui s'élancent vers le ciel. L'Empire State Building devra bientôt renoncer à son titre de plus haut gratte-ciel de New York. Lorsqu'elle sera achevée, la future Tour de la Liberté, dont les travaux ont commencé tout près de l'endroit où se dressaient les tours jumelles du World Trade Center, culminera à 541 mètres, soit une centaine de mètres plus haut que son ancêtre des années 30. Elle aussi devra planter ses fondations. La course vers le ciel et vers les profondeurs n'est donc pas terminée.
Nous sommes dans l'une des allées de Central Park. Il y a 160 ans, il aurait fallu y venir à la nage. En effet, dans les années 1840, c'est ici que se trouvaient les deux réservoirs géants où aboutissait l'immense réseau d'adduction d'eau sans lequel la ville n'aurait jamais pu se développer. Aujourd'hui, cet ingénieux système est enterré sous la surface, mais pour ceux qui savent chercher, il n'a pas vraiment disparu. Avec ses 25 mètres de haut sur 22 mètres de large, le réseau de 67 km de l'aqueduc de Croton était destiné à assurer l'alimentation de New York en eau. Achevé en 1842, il acheminait chaque jour quelques 100 000 mètres cubes d'eau, depuis le barrage de Croton, au nord de Manhattan, jusqu'aux deux énormes réseaux. Il bâtira le plus haut gratte-ciel. L'Empire State Building va ravir la palme haut la main, culminant près de 70 mètres au-dessus de la tour Chrysler. Il occupe tout un pâté de maison, un rectangle d'une soixantaine de mètres de largeur sur 130 de longueur. Il a fallu creuser des fondations sur toute cette surface. En fait, c'est l'acte de naissance de la technologie du gratte-ciel. L'Empire State Building culmine à 443 mètres. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il s'enfonce également d'une vingtaine de mètres dans le sol de Manhattan. Bien avant que les gratte-ciels n'imposent le paysage urbain que l'on connaît aujourd'hui, Écrit sur la paroi. les maîtres d'œuvre de l'édifice ont veillé à le protéger des infiltrations et de l'action des rivières souterraines. Un système de pompage évacue en permanence l'eau du sous-sol et la rejette dans les égouts de la ville qui passent plus près de la surface. Que reste-t-il aujourd'hui du ruisseau qui traversait jadis la ferme de Thompson? Je patauge dans 10 cm d'eau glacée. Le bureau. Il est vite devenu le symbole de New York et de l'architecture américaine. Les fondations d'un immeuble aussi élevé devaient être profondément ancrées dans un sous-sol rocheux, parcouru de rivières souterraines. Carole, je suppose. Tout à fait, enchanté. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Carole Willis connaît le bâtiment par cœur, de fond en comble. Parlez-nous de l'Empire State Building. Cet immeuble a été bâti un peu à la manière d'un jeu de construction. La rapidité avec laquelle il est sorti de terre s'explique notamment par le fait que tous les éléments ont été préfabriqués et acheminés sur place avec une remarquable efficacité. Ils ont ensuite été montés par l'entreprise chargée de l'ouvrage, conformément au plan, d'où cette extraordinaire vitesse d'exécution. Cette méthode de construction va radicalement changer le visage de New York. Entre la tour Chrysler et l'immeuble du numéro 40 de Wall Street, c'est à qui bâtira le plus haut gratte-ciel. L'Empire State Building va ravir la palme haut la main, culminant près de 70 mètres au-dessus de la tour Chrysler. Il occupe tout un pâté de maison, un rectangle d'une soixantaine de mètres de largeur sur 130 de longueur. Il a fallu creuser des fondations sur toute cette surface. En fait, c'est l'acte de naissance de la technologie du gratte-ciel. L'Empire State Building culmine à 443 mètres. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il s'enfonce également d'une vingtaine de mètres dans le sol. Il fallait 6 hommes pour l'actionner. Je suppose qu'il fallait faire très attention. La machine vous aurait avalé. Ce n'est pas tout. Le M42 contient encore une grande partie de son équipement d'origine. En 1913, lors de sa mise en service, les trains n'étaient pas reliés par radio à un central. Les conducteurs avaient cependant la possibilité de donner l'alerte en cas de problème. Si un train se retrouvait bloqué dans l'un des 4 tunnels desservant le terminal, comment pouvait-on le savoir? Une corde courait le long de la paroi de chaque tunnel. Si un train tombait en panne, le chef de train pouvait la saisir et donner ainsi l'alarme. Cet appareil de 1913, précurseur de nos ordinateurs, déterminait l'endroit précis de l'arrêt et imprimait un message d'alerte grâce à cette imprimante primitive. Toute cette machinerie a assuré l'alimentation de Grand Central pendant 77 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Longtemps considéré comme une merveille de la technologie moderne, ce système qui fut le centre névralgique de l'effort de guerre américain sur la côte Est a finalement été abandonné en 1990. Mais les locaux n'ont pas été désaffectés pour autant. Des millions de volts passent toujours par le M42, mais un appareillage beaucoup plus récent a pris la relève.
Un transformateur solide produit du courant continu à partir de l'alternatif, sans qu'il y ait la moindre opération mécanique. C'est un peu comme le transformateur que vous utilisez pour recharger votre... Ce véritable monument historique voit passer quotidiennement plus de 700 000 personnes. Pourtant, même les gens qui sont nés ici ignorent tout du monde souterrain que la gare dissimule dans ses entrailles. Un monde de galeries fantômes, d'installations high-tech et de centres top secrets où mieux vaut ne pas s'aventurer sous peine de mort. Construite par la famille Vanderbilt entre 1903 et 1913, Grand Central était à l'origine une vitrine destinée à démontrer la supériorité du train électrique à une époque où la plupart des locomotives fonctionnaient encore à la vapeur. Elle couvre près de 25 hectares. La salle principale a une superficie de près de 4000 mètres carrés. Sous la gare, loin de l'agitation et de la foule, dort l'un des secrets les mieux gardés de New York, un lieu baptisé M42, qui est encore plus vaste que le grand hall qui le surmonte. Dan Brucker, de la compagnie Metro-North Railroad, a accepté de nous servir de guide. Il est l'un des seuls à savoir exactement où se trouve le M42 et il a obtenu l'autorisation de nous le montrer. Bonjour Dan, merci de nous recevoir. Je suis ravi de vous voir. Bienvenue au terminal de Grand Central. Pas la gare de Grand Central, mais bien le terminal. Pourquoi le terminal? Parce que c'est un endroit où les trains viennent terminer leur parcours. Ce n'est pas une gare de passage. Les trains arrivent et repartent dans l'autre sens. Ce point de vocabulaire éclairci, Dan Brucker nous apprend une chose que peu de JICA qui s'était mise en place. La moindre fausse manœuvre risquait de déclencher une nouvelle catastrophe. Une partie des gravats a été évacuée, puis une nouvelle série d'encre a immédiatement été posée au fond de la fosse, qui correspond au chantier que l'on voit aujourd'hui. Le mur d'enceinte n'avait finalement été endommagé qu'en 2 endroits par l'effondrement des tours. Globalement, la structure avait tenu. La solidité des fondations mises en place en 1966 a permis d'éviter que la zone ne soit submergée. De nouvelles fondations sont en cours de construction, au nord de l'endroit où se trouvaient les tours jumelles, mais toujours à l'intérieur de la fameuse baignoire. L'édifice de 540 mètres qui s'élèvera à cet emplacement a déjà un nom. Ce sera la Tour de la Liberté. La future Tour de la Liberté nécessitera des fondations encore plus solides, car elle sera encore plus haute que les tours jumelles. La Tour de la Liberté doit donc reposer sur un socle capable de supporter son poids et d'empêcher tout risque de basculement. L'innovation architecturale a modelé le paysage de New York. Elle est aussi une garantie pour son avenir. De l'Empire State Building à la Tour de la Liberté, Manhattan s'est forgé un visage inimitable qui fait d'elle le symbole de la grande ville. Une chose que peu de gens connaissent. Grand Central est non seulement le plus grand centre ferroviaire en surface, mais ses sous-sols sont encore plus vastes. On pourrait prendre un immeuble de 10 étages et le descendre sous nos pieds. On n'aurait toujours pas atteint le niveau inférieur du sous-sol de Grand Central. Il y a quoi, 30 mètres? Bien plus que ça. C'est le sous-sol le plus profond de New York et également le plus secret. Sous le niveau principal des départs et des arrivées se trouvent 2 autres niveaux où les trains viennent se mettre à quai, plus une dizaine d'étages abritant l'ensemble des infrastructures de Grand Central. Plus bas encore, creusé dans le socle rocheux, au-dessous de la mer, se trouve le complexe souterrain du M42, qui ne figure sur aucune carte. Avant d'arriver à la porte qui permet d'accéder à ce mystérieux sous-sol, Dan Brucker me précise qu'il est interdit de révéler son emplacement exact. Je vais vous demander d'éteindre vos caméras, car personne ne doit savoir où se trouve l'endroit où nous allons. Compris, ça reste un endroit sensible. Ça reste sensible. Alors on coupe. Une fois dans l'ascenseur de service, il est de nouveau possible de filmer. Nous sommes en train de descendre dans le sous-sol le plus profond de la ville de New York, le plus étendu également. C'est le tunnel par lequel toute l'eau arrivait. Et d'étranges installations que les nazis auraient bien aimé détruire. Toute personne étrangère au service devait être abattue avant même qu'elle soit sortie de l'ascenseur. Nous allons remonter le temps en nous enfonçant dans les profondeurs de la ville de New York.
Bonjour, je m'appelle Eric Geller et nous sommes à New York. C'est la plus grande ville des États-Unis, l'une des grandes métropoles de la planète. Un mastodonte de près de 800 km² de béton et d'acier avec ses célèbres gratte-ciel et un sous-sol tentaculaire. Chaque année, plus d'1 milliard de voyageurs empruntent son légendaire métro. Mais il existe aussi sous la ville tout un monde secret que personne ne voit jamais. Un monde où les tunnels et les infrastructures géantes côtoient les vestiges de vieux forts du XVIIe siècle. Sous ces rues animées se cachent bien des secrets que nous allons découvrir. Construite sur d'anciens marais, New York ne serait jamais devenue la métropole qu'elle est aujourd'hui sans l'univers souterrain qui lui sert de fondation. Les millions d'êtres humains qui parcourent chaque jour ces rues n'en sont peut-être pas conscients, mais pour ceux qui savent où regarder, c'est une évidence. Quand on pense a finalement été abandonné en 1990. Mais les locaux n'ont pas été désaffectés pour autant. Des millions de volts passent toujours par le M42, mais un appareillage beaucoup plus récent a pris la relève. Un transformateur solide produit du courant continu à partir de l'alternatif, sans qu'il y ait la moindre opération mécanique. C'est un peu comme le transformateur que vous utilisez pour recharger votre portable sur le secteur, mais en plus grand. Le M42 reste donc un gigantesque transformateur, mais les machines d'origine sont toujours là. Les transformateurs rotatifs sont encore là, les panneaux de contrôle sont encore là. Ils ne marchent plus, mais on les garde. Le public ne peut pas les voir, mais elles ont été préservées par respect du passé, parce que ces machines ont fait et font toujours partie intégrante de l'histoire des chemins de fer. Des milliers de voyageurs passent chaque jour par Grand Central, ignorant que pendant la Seconde Guerre mondiale, ce lieu chargé d'histoire était aux avant-postes de la lutte contre le nazisme. Le train fait partie de la vie des New-Yorkais depuis plus d'un siècle. L'agglomération compte près de 1400 km de voies ferrées et plus de 450 gares enterrées pour la plupart. Il faut y ajouter un nombre indéterminé d'infrastructures désaffectées, tombées dans un oubli collectif. Mais on s'élève du sol. Il fait un froid de canard dans ce tunnel. Un froid glacial renforcé par les courants d'air. Quand je pense que la plupart des gens ne savent même pas que ça existe, ces pompes, ces échelles de service, ce tunnel, tout un monde caché sous l'Empire State Building. Mais comment a-t-on pu construire l'un des plus hauts bâtiments du monde au-dessus d'une rivière? Ce gratte-ciel est composé de 57 000 tonnes d'acier et de milliers de tonnes de béton, de pierre et de matériaux divers. À quelle profondeur sommes-nous par rapport à la surface? Nous sommes à une quinzaine de mètres de profondeur. Ces immeubles pèsent un poids extraordinaire. Les colonnes d'acier qui les soutiennent doivent s'enfoncer profondément dans le socle rocheux qui forme le substrat stable de Manhattan. Mais si le socle rocheux sur lequel repose Manhattan est particulièrement solide, il est aussi recouvert d'une couche de terre dont l'épaisseur varie, selon les endroits, de 3 à 60 mètres. L'Empire State Building a été construit sur un site où elle est très épaisse. Il a fallu creuser à une vingtaine de mètres de profondeur pour trouver la pierre dans laquelle ont été enfoncés les piliers métalliques qui supportent les 400 000 tonnes du bâtiment. Enfin, pour assurer la solidité de l'ensemble, plusieurs dalles de béton ont été coulées. Après avoir exploré les sous-sols humides et glacés du gratte-ciel, nous avons voulu voir l'édifice mythique auquel il servait de fondation. Mais les locaux n'ont pas été désaffectés pour autant. Des millions de volts passent toujours par le M42, mais un appareillage beaucoup plus récent a pris la relève. Un transformateur solide produit du courant continu à partir de l'alternatif, sans qu'il y ait la moindre opération mécanique. C'est un peu comme le transformateur que vous utilisez pour recharger votre portable sur le secteur, mais en plus grand. Le M42 reste donc un gigantesque transformateur, mais les machines d'origine sont toujours là. Les transformateurs rotatifs sont encore là, les panneaux de contrôle sont encore là. Ils ne marchent plus, mais on les garde. Le public ne peut pas les voir, mais elles ont été préservées par respect du passé, parce que ces machines ont fait et font toujours partie intégrante de l'histoire des chemins de fer. Des milliers de voyageurs passent chaque jour par Grand Central, ignorant que pendant la Seconde Guerre mondiale, ce lieu chargé d'histoire était aux avant-postes de la lutte contre le nazisme.
Le train fait partie de la vie des New-Yorkais depuis plus d'un siècle. L'agglomération compte près de 1400 km de voies ferrées et plus de 450 gares enterrées pour la plupart. Il faut y ajouter un nombre indéterminé d'infrastructures désaffectées, tombées dans un oubli collectif. Mais en regardant bien, on peut encore apercevoir ça et là des traces de cet univers perdu. Le train pouvait la saisir et donner ainsi l'alarme. Cet appareil de 1913, précurseur de nos ordinateurs, déterminait l'endroit précis de l'arrêt et imprimait un message d'alerte grâce à cette imprimante primitive. Toute cette machinerie a assuré l'alimentation de Grand Central pendant 77 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Longtemps considéré comme une merveille de la technologie moderne, ce système qui fut le centre névralgique de l'effort de guerre américain sur la côte Est a finalement été abandonné en 1990. Mais les locaux n'ont pas été désaffectés pour autant. Des millions de volts passent toujours par le M42, mais un appareillage beaucoup plus récent a pris la relève. Un transformateur solide produit du courant continu à partir de l'alternatif, sans qu'il y ait la moindre opération mécanique. C'est un peu comme le transformateur que vous utilisez pour recharger votre... Ce véritable monument historique voit passer quotidiennement plus de 700 000 personnes. Pourtant, même les gens qui sont nés ici ignorent tout du monde souterrain que la gare dissimule dans ses entrailles. Un monde de galeries fantômes, d'installations high-tech et de centres top secrets où mieux vaut ne pas s'aventurer sous peine de mort. Construite par la famille Vanderbilt entre 1903 et 1913, Grand Central était à l'origine une vitrine destinée à démontrer la supériorité du train électrique à une époque où la plupart des locomotives fonctionnaient encore à la vapeur. Elle couvre près de 25 hectares. À l'arrivée, on déployait une rampe d'accès et la voiture empruntait ensuite cet ascenseur. Attendez, vous voulez dire qu'on mettait une voiture là-dedans? Exactement. Cet ascenseur est conçu pour supporter 4 tonnes, le poids d'une Pierce Arrow blindée. Cette gare souterraine était totalement coupée du métro new-yorkais, mais elle n'était qu'à 300 mètres de Grand Central. Comme nous l'a expliqué Dan Brucker, un train spécial faisait la navette entre Washington et New York, avec à son bord la limousine du chef de l'État. Une fois le train arrivé à quai, un plan incliné permettait à la voiture de débarquer. Le véhicule gagnait l'ascenseur qui conduisait le président 12 étages plus haut, dans la luxueuse suite du Waldorf Astoria, qu'il occupait lorsqu'il venait à New York. Mais plus bas, le mystère s'épaissit. Un étrange wagon attend depuis des lustres sur une voie de garage. Que fait-il là? Selon Dan Brucker, ce wagon est arrivé ici à la fin de la Seconde Guerre mondiale, peu après la mort de Franklin Roosevelt. Il est à quai depuis plus de 60 ans, mais sa présence en ces lieux reste une énigme. Nous savons qu'il s'agit d'un wagon construit dans les années 1920-1930. Nous savons qu'il était destiné à transporter des voitures particulières. Les bogies, les trains de roues. Parlez-nous de l'Empire State Building. Cet immeuble a été bâti un peu à la manière d'un jeu de construction. La rapidité avec laquelle il est sorti de terre s'explique notamment par le fait que tous les éléments ont été préfabriqués et acheminés sur place avec une remarquable efficacité. Ils ont ensuite été montés par l'entreprise chargée de l'ouvrage, conformément au plan, d'où cette extraordinaire vitesse d'exécution. Cette méthode de construction va radicalement changer le visage de New York. Entre la tour Chrysler et l'immeuble du numéro 40 de Wall Street, c'est à qui bâtira le plus haut gratte-ciel. L'Empire State Building va ravir la palme haut la main, culminant près de 70 mètres au-dessus de la tour Chrysler. Il occupe tout un pâté de maison, un rectangle d'une 60aine de mètres de largeur sur 130 de longueur. Il a fallu creuser des fondations sur toute cette surface. En fait, c'est l'acte de naissance de la technologie du gratte-ciel. L'Empire State Building culmine à 443 mètres. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il s'enfonce également d'une vingtaine de mètres dans le sol. Il fallait 6 hommes pour l'actionner. Je suppose qu'il fallait faire très attention. La machine vous aurait avalé. Ce n'est pas tout. Le M42 contient encore une grande partie de son équipement d'origine.
En 1913, lors de sa mise en service, les trains n'étaient pas reliés par radio à un central. Les conducteurs avaient cependant la possibilité de donner l'alerte en cas de problème. Si un train se retrouvait bloqué, Le chantier. Pour l'instant, on ne voit que le squelette de la future gare. J'essaie d'imaginer à quoi ça ressemblera dans 10 ans. Il y aura peut-être une cafétéria. tout à fait. Vous aurez ici le grand hall central avec une cafétéria, les billetteries automatiques, Des boutiques. des boutiques. La visite commence par la future billetterie au cœur des sous-sols de Grand Central. La nouvelle gare comprendra 8 quais répartis sur 2 niveaux et séparés par une mezzanine. Il a fallu trouver de la place pour la nouvelle structure. L'une des raisons pour lesquelles nous creusons si profond, c'est que nous ne voulons pas être gênés par les tunnels existants. Nous voulons passer en dessous. Les travaux vont être réalisés au moyen d'une foreuse géante qui ressemble à un gros tire-bouchon, capable de creuser quotidiennement une vingtaine de mètres d'un tunnel de 7 mètres de diamètre. Chaque niveau du sous-sol new-yorkais joue un rôle déterminant dans le grand spectacle qui se donne en surface. La ville de New York a besoin de développer ses transports en commun pour lutter contre les embouteillages. Il faut absolument améliorer le réseau des transports. Mais les sous-sols de la Grosse Pomme ne sont pas uniquement voués au transport en commun. Ils ont aussi servi à façonner l'image d'un président et à soutenir l'effort de guerre américain sans que rien ne filtre à la surface. Et 30 mètres plus haut. Ces machines permettent de transformer le courant alternatif en courant continu, qui est ensuite envoyé sur le 3e rail, alimentant ainsi l'ensemble des trains de Grand Central, ainsi que le reste du réseau. Pour fonctionner correctement, ces transformateurs devaient faire l'objet de soins constants. Il fallait régulièrement arrêter toute cette machinerie pour souffler le carbone et la poussière accumulée dans ce dispositif. On se servait ensuite de ce grand bâton qu'on appelait une barre à 6 hommes. On s'en servait pour redémarrer le transformateur, un peu à la manière d'un moteur d'avion à hélice. Il fallait 6 hommes pour l'actionner. Je suppose qu'il fallait faire très attention. La machine vous aurait avalé. Ce n'est pas tout. Le M42 contient encore une grande partie de son équipement d'origine. En 1913, lors de sa mise en service, les trains n'étaient pas reliés par radio à un central. Les conducteurs avaient cependant la possibilité de donner l'alerte en cas de problème. Si un train se retrouvait bloqué dans l'un des 4 tunnels desservant le terminal, comment pouvait-on le savoir? Une corde courait le long de la paroi de chaque tunnel. Si un train tombait en panne, le chef de train pouvait la saisir et donner ainsi l'alarme. Cet appareil de 1913, précurseur de nos ordinateurs, déterminait l'endroit précis de l'arrêt et imprimait un message d'alerte grâce à cette imprimante primitive. Toute cette machinerie a assuré l'alimentation et son emplacement exact. Je vais vous demander d'éteindre vos caméras car personne ne doit savoir où se trouve l'endroit où nous allons. Compris, ça reste un endroit sensible. Ça reste sensible. Alors on coupe. Une fois dans l'ascenseur de service, il est de nouveau possible de filmer. Nous sommes en train de descendre dans le sous-sol le plus profond de la ville de New York, le plus étendu également. Pour avoir une idée des dimensions totalement hors normes de cette salle, il faut la regarder depuis l'endroit où nous nous trouvons. C'est gigantesque. J'ai l'impression de me trouver dans un stade indoor. Quand on pense que tout ça se trouve sous la gare. Nous sommes dans une salle immense dont l'existence n'est mentionnée nulle part, ni sur les plans ni sur les cartes. Ce local n'existe pas. Le M42 ressemble à une salle de contrôle ordinaire. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, cette petite visite nous aurait valu la prison, ou pire encore. Toute personne étrangère au service arrivant ici, même par hasard, devait être placée en détention jusqu'à la fin de la guerre. Et si elle avait le malheur d'avoir quelque chose à la main, elle devait être abattue avant même qu'elle... Les trains de Long Island relieront directement Grand Central, qui verra sa capacité d'accueil augmenter de 50%.
C'est la première fois en 175 ans que la compagnie des trains de Long Island entreprend des travaux d'une telle ampleur. Peu de gens ont eu le privilège de pénétrer sur le chantier. Pour l'instant, on ne voit que le squelette de la future gare. J'essaie d'imaginer à quoi ça ressemblera dans 10 ans. Il y aura peut-être une cafétéria. Tout à fait. Vous aurez ici le grand hall central avec une cafétéria, les billetteries automatiques, Des boutiques. des boutiques. La visite commence par la future billetterie au cœur des sous-sols de Grand Central. La nouvelle gare comprendra 8 quais répartis sur 2 niveaux et séparés par une mezzanine. Il a fallu trouver de la place pour la nouvelle structure. L'une des raisons pour lesquelles nous creusons si profond, c'est que nous ne voulons pas être gênés par les tunnels existants. Nous voulons passer en dessous. Les travaux vont être réalisés au moyen d'une foreuse géante qui ressemble à un gros tire-bouchon, capable de creuser quotidiennement une vingtaine de mètres d'un tunnel de 7 mètres de diamètre. Chaque niveau du sous-sol new-yorkais joue un rôle déterminant dans le grand spectacle qui se donne en surface. La ville de New York a besoin de développer ses transports en commun pour lutter contre les embouteillages. Il faut absolument améliorer le réseau des transports. Nord de Manhattan, jusqu'aux 2 énormes bâtira le plus haut gratte-ciel. L'Empire State Building va ravir la palme haut la main, culminant près de 70 mètres au-dessus de la tour Chrysler. Il occupe tout un pâté de maisons, un rectangle d'une 60aine de mètres de largeur sur 130 de longueur. Il a fallu creuser des fondations sur toute cette surface. En fait, c'est l'acte de naissance de la technologie du gratte-ciel. L'Empire State Building culmine à 443 mètres. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il s'enfonce également d'une vingtaine de mètres dans le sol de Manhattan. Bien avant que les gratte-ciels n'imposent le paysage urbain que l'on connaît aujourd'hui, Écrit sur la paroi. les maîtres d'œuvre de l'édifice ont veillé à le protéger des infiltrations et de l'action des rivières souterraines. Un système de pompage évacue en permanence l'eau du sous-sol et la rejette dans les égouts de la ville qui passent plus près de la surface. Que reste-t-il aujourd'hui du ruisseau qui traversait jadis la ferme de Thompson? Je patauge dans 2 endroits par l'effondrement des tours. Globalement, la structure avait tenu. La solidité des fondations mises en place en 1966 a permis d'éviter que la zone ne soit submergée. De nouvelles fondations sont en cours de construction, au nord de l'endroit où se trouvaient les tours jumelles, mais toujours à l'intérieur de la fameuse baignoire. L'édifice de 540 mètres qui s'élèvera à cet emplacement a déjà un nom. Ce sera la Tour de la Liberté. La future Tour de la Liberté nécessitera des fondations encore plus solides, car elle sera encore plus haute que les tours jumelles. La Tour de la Liberté doit donc reposer sur un socle capable de supporter son poids et d'empêcher tout risque de basculement. L'innovation architecturale a modelé le paysage de New York. Elle est aussi une garantie pour son avenir. De l'Empire State Building à la Tour de la Liberté, Manhattan s'est forgé un visage inimitable qui fait d'elle le symbole de la grande ville. Une chose que peu de gens connaissent. Grand Central est non seulement le plus grand centre ferroviaire en surface, mais ses sous-sols sont encore plus vastes. On pourrait prendre un immeuble de 10 étages et le descendre sous nos pieds. On n'aurait toujours pas atteint le niveau inférieur du sous-sol de Grand Central. Il y a quoi, 30 mètres? Bien plus que ça. En effet, dans les années 1840, c'est ici que se trouvaient les 2 réservoirs géants où aboutissait l'immense réseau d'adduction d'eau sans lequel la ville n'aurait jamais pu se développer. Aujourd'hui, cet ingénieux système est enterré sous la surface, mais pour ceux qui savent chercher, il n'a pas vraiment disparu. Avec ses 25 mètres de haut sur 22 mètres de large, le réseau de 67 km de l'aqueduc de Croton était destiné à assurer l'alimentation de New York en eau. Achevé en 1842, il acheminait chaque jour quelques 100 000 mètres cubes d'eau, depuis le barrage de Croton, au nord de Manhattan, jusqu'aux 2 énormes bâtira le plus haut gratte-ciel.
l'Empire State Building va ravir la palme haut la main, culminant près de 70 mètres au-dessus de la tour Chrysler. Il occupe tout un pâté de maison, un rectangle d'une soixantaine de mètres de largeur sur 130 de longueur. Il a fallu creuser des fondations sur toute cette surface. En fait, c'est l'acte de naissance de la technologie du gratte-ciel. L'Empire State Building culmine à 443 mètres. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il s'enfonce également d'une vingtaine de mètres dans le sol de Manhattan. Bien avant que les gratte-ciel n'imposent le risquait de déclencher une nouvelle catastrophe. Une partie des gravats a été évacuée, puis une nouvelle série d'encre a immédiatement été posée au fond de la fosse, qui correspond au chantier que l'on voit aujourd'hui. Le mur d'enceinte n'avait finalement été endommagé qu'en 2 endroits par l'effondrement des tours. Globalement, la structure avait tenu. La solidité des fondations mises en place en 1966 a permis d'éviter que la zone ne soit submergée. De nouvelles fondations sont en cours de construction au nord de l'endroit où se trouvaient les tours jumelles, mais toujours à l'intérieur de la fameuse baignoire. L'édifice de 540 mètres qui s'élèvera à cet emplacement a déjà un nom. Ce sera la Tour de la Liberté. La future Tour de la Liberté nécessitera des fondations encore plus solides, car elle sera encore plus haute que les tours jumelles. La Tour de la Liberté doit donc reposer sur un socle capable de supporter son poids et d'empêcher tout risque de basculement. L'innovation architecturale a modelé le paysage de New York. Elle est aussi une garantie pour son avenir. De l'Empire State Building à la Tour de la Liberté, Manhattan s'est forgé un visage inimitable qui fait d'elle le symbole de la grande ville moderne. Mais le paysage qui s'offre à la vue en Ils sont encore là, les panneaux de contrôle sont encore là. Ils ne marchent plus, mais on les garde. Le public ne peut pas les voir, mais elles ont été préservées par respect du passé, parce que ces machines ont fait et font toujours partie intégrante de l'histoire des chemins de fer. Des milliers de voyageurs passent chaque jour par Grand Central, ignorant que pendant la Seconde Guerre mondiale, ce lieu chargé d'histoire était aux avant-postes de la lutte contre le nazisme. Le train fait partie de la vie des New-Yorkais depuis plus d'un siècle. L'agglomération compte près de 1400 km de voies ferrées et plus de 450 gares enterrées pour la plupart. Il faut y ajouter un nombre indéterminé d'infrastructures désaffectées, tombées dans un oubli collectif. Mais en regardant bien, on peut encore apercevoir ça et là des traces de cet univers perdu. Du temps de leur splendeur, ces stations oubliées n'étaient pas toutes ouvertes au public. L'une d'entre elles était si secrète que personne ne devait connaître son existence. Construite pour satisfaire les besoins d'un seul et unique passager, son emplacement est aujourd'hui encore un secret bien gardé, à l'exception de quelques rares initiés. Depuis plus d'un siècle, l'agglomération compte près de 1400 km de voies ferrées et plus de 450 gares enterrées pour la plupart. Il faut y ajouter un nombre indéterminé d'infrastructures désaffectées, tombées dans un oubli collectif. Mais en regardant bien, on peut encore apercevoir ça et là des traces de cet univers perdu. Du temps de leur splendeur, ces stations oubliées n'étaient pas toutes ouvertes au public. L'une d'entre elles était si secrète que personne ne devait connaître son existence. Construite pour satisfaire les besoins d'un seul et unique passager, son emplacement est aujourd'hui encore un secret bien gardé, à l'exception de quelques rares initiés. Notre ami Dan Brucker fait partie de ces privilégiés. Ravi de vous revoir, Dan. C'est un plaisir de vous rencontrer ici, au pied du Waldorf Astoria. Il va nous faire découvrir un autre haut lieu du monde souterrain de New York.
Dans les sous-sols du Waldorf Astoria se trouve un endroit sale et obscur qui accueillait jadis l'un des plus grands personnages de la scène internationale. On peut y aller? Je vais vous le montrer. Super, allons-y. Les aciers qui les soutiennent doivent s'enfoncer profondément dans le socle rocheux qui forme le substrat stable de Manhattan. Mais si le socle rocheux sur lequel repose Manhattan est particulièrement solide, il est aussi recouvert d'une couche de terre dont l'épaisseur varie, selon les endroits, de 3 à 60 mètres. L'Empire State Building a été construit sur un site où elle est très épaisse. Il a fallu creuser à une vingtaine de mètres de profondeur pour trouver la pierre dans laquelle ont été enfoncés les piliers métalliques qui supportent les 400 000 tonnes du bâtiment. Enfin, pour assurer la solidité de l'ensemble, plusieurs dalles de béton ont été coulées. Après avoir exploré les sous-sols humides et glacés du gratte-ciel, nous avons voulu voir l'édifice mythique auquel il servait de fondation. Pour bien comprendre la nature même du sous-sol de ce genre d'immeuble, il faut parfois savoir prendre de la hauteur. Et pour cela, quoi de mieux que la plateforme d'observation de l'Empire State Building? On voit toute la ville d'ici, mais rien ne trahit la vie souterraine qui l'anime. Les galeries du métro, le réseau d'électricité et les égouts courent sous toutes ces tours qui s'élancent vers le ciel. L'Empire State Building devra bientôt renoncer à son titre de plus haut gratte-ciel de New York. Lorsqu'elle sera achevée, la future tour de la Liberté, dont les travaux ont commencé tout près de l'endroit où se dressaient les tours jumelles du World Trade Center, culminera à 541 mètres, soit une centaine de mètres plus haut que son ancêtre des années 30.